Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous terminons notre cours sur la décolonisation en voyant les difficultés auxquelles sont confrontés les nouveaux États qui sont issus de la décolonisation, les difficultés et aussi les succès. Donc tout d'abord, voyons ce qui se passe en Afrique avec l'exercice que vous aviez, page 129, les questions 3, 4 et 5. Donc on vous demandait tout d'abord quels sont les problèmes rencontrés par les nouveaux États issus de la décolonisation en Afrique d'après les documents 3 et 4. Si vous avez lu les documents, vous avez vu que ça se recoupe. Donc, le document 3, qui est l'extrait d'un livre de géographie, L'Afrique est-elle si bien partie, analyse les difficultés auxquelles est confrontée l'Afrique après la décolonisation, donc après 1962, puisque c'est la date à laquelle l'immense majorité des pays d'Afrique sont décolonisés. Donc au départ, l'Afrique avait l'air bien partie, nous dit ce texte, puisqu'elle était peu peuplée, riche en ressources, en matières premières, et engagée dans la grande marche pour le développement, puisque c'est ce qu'annonçaient tous les nouveaux gouvernements indépendants. Ils disaient qu'ils voulaient moderniser, développer le pays, faire en sorte que la population accède au confort. Mais le problème, c'est que le contexte, c'est la guerre froide, ça c'est la première difficulté. Chacun des deux blocs veut ramener chaque nouveau pays dans son camp. Donc pratiquement à chaque fois qu'un pays est décolonisé, il va se retrouver pris dans des conflits liés à la guerre froide. Ensuite, l'autre problème, c'est que très vite, les nouveaux États sont pris en main par des dictateurs, des dirigeants qui sont souvent issus des premiers mouvements indépendantistes et qui en fait refusent de rendre le pouvoir, qui vont se diviser entre eux et qui vont mettre en place des États autoritaires avec le soutien de l'armée. Donc ça, c'est dans énormément de pays d'Afrique, c'est ce qui va se passer. Ensuite, eh bien, va y avoir un accaparement des ressources par ces dictateurs qui vont garder l'argent pour leur fortune personnelle et enrichir des groupes qui les soutiennent et qui en fait ne vont pas suffisamment investir dans l'économie, en particulier dans l'agriculture et dans l'industrie, ce qui fait que l'Afrique va devenir très vulnérable et va être touchée gravement par les sécheresses. Et on peut le voir sur la carte également, vous voyez, on voit en orange et en orange foncé les pays qui sont touchés par la malnutrition et la famine. Et donc il y en a eu très nombreux, vous voyez, des pays qui sont touchés par la malnutrition. Donc aujourd'hui encore, l'Afrique au sud du Sahara est la partie du monde qui connaît le plus grand nombre de difficultés et où il y a beaucoup de populations pauvres. Et ces problèmes sont renforcés par la corruption des États qui, au lieu d'investir pour développer le pays, eh bien, ont souvent accaparé les richesses. On voit aussi qu'il y a de très très nombreux conflits. Et vous voyez, donc les conflits sont indiqués par la petite étoile rouge. Et en violet, les ronds, les cercles violets que vous voyez indiquent le nombre de réfugiés ayant fui ces pays. Donc vous voyez que, en raison des conflits, eh bien, il y a d'importants déplacements de population, de gens qui fuient pour éviter de rester dans des pays où les populations civiles sont touchées par des conflits. Alors en général, quand ils fuient, ils vont pas forcément loin, hein, ils vont souvent juste tout simplement dans le pays voisin. Et c'est des situations très difficiles et c'est très difficile de développer un pays qui est en pleine guerre, bien sûr. Question 4. Les projets des nouveaux États indépendants se sont-ils ensuite concrétisés? Alors quand on parle de projets, eh bien il s'agit des projets de développement, des projets de modernisation. Donc quand on lit le document 3, on voit que bien sûr il y a un projet qui s'est concrétisé, c'est l'indépendance. Hein. En général, ils ont obtenu l'indépendance, un État à eux. Mais par contre, eh bien les projets de modernisation, de développement, eux, n'ont pas abouti comme ils l'espéraient, et c'est des pays où il y a encore une très grande pauvreté. Pourquoi la guerre froide a-t-elle lourdement pesé pour les États devenus indépendants? Eh bien, c'est lié donc à ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vous voyez, ici, on a des guerres d'indépendance et on a les deux blocs qui sont là. Les deux blocs vont faire pression à chaque fois sur les pays décolonisés pour qu'ils rejoignent soit le camp des États-Unis, soit le camp de l'URSS. Et dans les nouveaux pays indépendants, on voit une très forte influence, souvent des principes du communisme dans la mise en place des nouveaux États. Et ça joue dans le fait que beaucoup de gouvernants ont mis en place des dictatures. Voilà pour le cas de l'Afrique.
Donc beaucoup de difficultés, et ces difficultés ont encore des conséquences aujourd'hui. Alors même si la situation évolue et n'est pas uniforme, c'est des difficultés qui sont tout à fait un héritage direct de la colonisation. On va voir à présent le cas de l'Inde. Alors tout d'abord, je rappelle que l'Inde est à l'heure actuelle le deuxième pays le plus peuplé au monde, et bientôt ce sera le premier pays le plus peuplé au monde parce que sa population continue d'augmenter à un rythme soutenu, alors que la population de l'Inde, qui est le pays le plus peuplé, elle, aujourd'hui augmente lentement. Donc un pays de 1,353 milliards d'habitants, et ce qui est surnommé la plus grande démocratie du monde. Donc je vous ai demandé de visionner une vidéo. Cette vidéo, l'Inde est-elle vraiment la plus grande démocratie du monde? Donc j'espère que vous l'avez fait. Donc dans cette vidéo extrêmement bien faite, on voit l'historique de la démocratie indienne, et on vous dit à juste titre que c'est une exception, l'Inde. C'était la première question. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est une exception? C'est une exception parce que l'Inde n'a connu que la démocratie depuis la décolonisation. Et ça, c'est le seul pays qui a été colonisé, qui n'a pas connu de dictature. C'est un véritable exploit hein, par rapport aux autres pays colonisés. Et donc, en 1951-1952 sont organisées les toutes premières élections, qui sont un véritable défi compte tenu de la quantité de population. Et l'Inde relève ce défi, parvient à organiser ces élections, à amener la population dans les bureaux de vote, alors qu'il y a énormément d'analphabétisme, et ça se déroule très bien, et c'est un suffrage universel. Hommes et femmes votent, comme vous le voyez sur ces images. Donc ça devient vraiment un modèle de la décolonisation, l'Inde, parce que ça se passe extrêmement bien. Et les élections vont se dérouler avec une très très grande régularité en Inde et sans problème. Donc ça, c'était les premières questions que j'avais posées. Les élections se sont déroulées au suffrage universel et très bien. Aujourd'hui, comment est-ce que se déroulent les élections et comment lutte-t-on contre la fraude? Donc, on voyait dans la vidéo qu'aujourd'hui, les élections se déroulent par un vote électronique. Hein, c'est plus facile pour comptabiliser 900 millions de voix. Et on voit que pour lutter contre la fraude, eh bien, on imprime de l'encre, enfin on marque à l'encre le doigt des votants pour être sûr qu'ils ne vont pas voter plusieurs fois, pour éviter que chaque électeur puisse se présenter plusieurs fois à des bureaux de vote différents pour voter et qu'il y ait donc trop de voix pour un candidat. Donc, et ça fonctionne très très bien. Hein. Pareil, une fois encore, l'Inde avait même donné des leçons aux États-Unis par rapport au déroulement des élections. Donc, dans cette mesure-là, dans le fonctionnement de la démocratie, ça fonctionne très très bien. Par contre, aujourd'hui, et ça c'est une dérive récente, on voit qu'il y a des critiques qui pèsent sur le Premier ministre Narendra Modi. Donc ce Premier ministre est celui qui exerce le pouvoir, puisque en Inde, le président, on vous explique qu'il n'a un pouvoir que symbolique. Et donc ce Premier ministre va être critiqué pour ses actions, ses dérives autoritaires. Hein. On vous explique dans le documentaire, voilà, c'est lui, que Narendra Modi va supporter de moins en moins les critiques, critiquer les médias, les contrôler, et l'ONG Reporters sans frontières dénonce les pressions exercées sur les journalistes. Hein. 6 journalistes morts en 2018 en raison de leur profession, des journalistes assassinés alors qu'ils enquêtent sur le Premier ministre ou son parti. Donc tout ça est plutôt inquiétant. Ceci étant dit, on voit dans toute la vidéo qu'il y a régulièrement des images de manifestants, hein, comme on le voit ici. Et donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de s'exprimer en Inde, même si aujourd'hui c'est